Comment repartir après une grosse performance? Ça, c'est une vraie question. Tu prends les mêmes ou tu estimes qu'ils ont fourni un travail trop important la semaine précédente et qu'ils seront pas au top pour une performance cette semaine? Et ouais, s'ils sont un peu émoussés physiquement, est-ce que tu en profiterais pas pour faire des rotations et élargir ton groupe de manière à avoir plus que 15 joueurs compétitifs et tirer tout le monde vers le haut et mettre un peu de concurrence aussi? C'est une vraie question ça. Est-ce que les joueurs sont capables à 6 jours d'intervalle de reproduire une performance de ce niveau-là? Parce qu'on a quand même un jour de moins de récup que les Argentins. Si tu prends la performance de certains joueurs comme Boudéan, Colombe, etc. contre les Blacks, à mon avis, elle a dû laisser des traces. Ils ont dû se lever le lendemain matin comme des petits vieux en ayant mal un petit peu partout. Quand tu as Peato Movaca qui dit quand même que sur les 3 matchs qu'il a joué contre les Blacks, et il en a gagné 3, que c'était le match le plus intense, je pense que ça te laisse un petit peu imaginer l'état dans lequel ils sont. Et même dans la tête, combien de fois c'est arrivé, après une grosse performance, qu'une équipe n'arrive pas à redescendre sur terre et à se remettre dans le mood, ok, on va bosser sur le prochain adversaire, et qui s'effondre. Et ils s'effondrent pas parce que l'adversaire est meilleur, ils s'effondrent parce que dans la tête, ils y sont pas. Par exemple, prenons l'exemple de Jalibert, tu le mets titu toi ou pas? Non, je déconne, on va le faire avec un autre joueur. T'en profiterais pas pour tester une autre paire de centres que Moefana Ficou? Peut-être Moefana Coste ou Coste Gaëton? En gros, juste faire rentrer des joueurs qui n'étaient pas là contre la Nouvelle-Zélande, mais qui du coup vont t'amener ce surplus d'énergie parce que justement ils n'ont pas joué la Nouvelle-Zélande, de manière à pouvoir élever ton niveau de jeu et garder un niveau de performance cohérent sur l'ensemble des matchs. On va pas se mentir, le match contre les Blacks, il était coché depuis longtemps. C'est celui qu'il fallait impérativement gagner juste pour reconquérir le cœur des Français. C'est d'ailleurs ce que Scott Barrett il nous dit en interview. Amazing atmosphere always is at Stade de France, and certainly when they get the momentum and go forward, the crowd gets right in behind them. Il faut basculer sur le match contre l'Argentine. Et j'espère que le staff va faire réussir à redescendre les joueurs, car les Pumas, ils sont pas drôles en ce moment. On va parler un petit peu des enjeux de ce match, parce qu'il y a une chose sur laquelle je ne me suis jamais posé la question et intéressé, c'est le classement World Rugby, le calcul des points. La France est 4ème avec 88,08 points, et l'Argentine 5ème avec 85,4 points. Si j'ai bien compris, l'équipe qui reçoit est pondérée avec un avantage de plus 3 points au classement, et ensuite il semblerait que le nombre de points que l'équipe gagne ou perd varie en fonction de s'il y a un écart de plus ou moins de 15 points. Quand tu reçois et que tu gagnes, t'as moins de points, c'est normal. Alors j'ai demandé à mon pote ChatGPT de faire le calcul qui a l'air un petit peu savant quand même, parce que ça reste World Rugby, faut pas l'oublier. Il semblerait que si l'Argentine gagne confortablement, elle est en capacité de passer devant nous au ranking. À vérifier quand même. Pour bien comprendre les dangers face à l'Argentine, on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé pour eux. Il y a un an, ils terminent 3ème de la Coupe du Monde. Grosse pause jusqu'en juillet et les 2 matchs contre le 15 de France, qui sont pas des matchs très aboutis, une victoire, une défaite. En revanche, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 6 victoires et 4 défaites. En ouverture du Rugby Championship, ils sont quand même allés battre la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande. Alors oui, nous on les a battus, mais on les a battus 3 fois de suite à domicile, on n'est pas allé les battre chez eux. Et ils terminent ce tournoi avec une victoire, une défaite contre les Box, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc on a l'Argentine qui a battu les champions du monde cet été quand même, il faut pas l'oublier ça. Sur le début de l'Automne Cup, là ils sont allés mettre 50 points aux Italiens chez eux, et je vous avoue que l'Italie, il n'y a pas grand chose en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, ils sont allés jouer en Irlande. Ils perdent de 3 points contre l'Irlande, qui eux devaient se faire refaire la cerise après leur défaite à domicile contre les Blacks. Mais ça n'a pas été simple du tout. On va s'attarder un petit peu dessus car c'est très intéressant. Les Pumas terminent 3ème du Rugby Championship, 2 points derrière la Nouvelle-Zélande. Et les Box, ils sont loin devant. Ils boxent pas dans la même catégorie que les autres, en fait, en ce moment, les Box. L'Argentine, c'est une équipe qui a réussi à se reconstruire très bien avec un projet de jeu que moi, je trouve similaire à celui de la France. Premièrement, ils ont une grosse défense. En fait, non, ils ont une très grosse défense avec des joueurs extrêmement agressifs qui viennent t'oppresser. J'avais l'impression qu'ils arrivaient à ne plus subir les collisions comme ça avait pu être le cas pendant un moment. Je suis donc allé sur Internet et j'ai regardé un petit peu les statistiques du Rugby Championship de cet été. Et j'ai trouvé des trucs ultra intéressants. Sur la compétition, c'est l'équipe qui a le plus grand nombre de plaquages avec 913 plaquages. L'Afrique du Sud, contrairement à ce qu'on aime bien dire, où on n'arrête pas de dire qu'ils tapent loin chez l'adversaire et qu'en fait ils vont défendre chez l'adversaire, bah en fait pas du tout. C'est l'équipe qui termine avec le moins de plaquages du tournoi. Ils sont à 664, c'est très peu par rapport à l'Argentine et 914. Les Blacks à 903 et l'Australie à 895. Donc en gros les Box ils ont la balle et ils défendent moins, les 3 autres ils ont un nombre similaire de plaquages. Et que ça soit sur les réussis ratés, le pourcentage de plaquages réussis. On va y revenir. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de voir le nombre de plaquages dominants. C'est ce que tu cherches à avoir en fait en permanence, c'est des plaquages dominants qui vont stopper non seulement l'avancée adverse, mais qui vont la mettre sur le reculoir où potentiellement tu vas pouvoir venir mettre tes mains sur le ballon, contester le ballon ou contre-requer. Et c'est l'Argentine qui a le plus grand nombre de plaquages dominants. Ils ont 68 plaquages dominants sur l'ensemble du tournoi. Pour info, l'Australie ils en ont 54, la Nouvelle-Zélande 62 et les Box 45. Mais ils défendent moins. Alors bien sûr, plus tu défends, plus tu augmentes potentiellement
ton nombre de plaquages dominants. Et le ratio de plaquages réussis, il est aux alentours de 88%, ce qui veut dire que c'est comme toutes les équipes internationales. Alors, les stats de plaquage et les plaquages dominants, c'est un indicateur, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant cette capacité, cette faculté à circuler très très vite en défense et à venir t'oppresser très rapidement. Et c'est vraiment dur de les déborder puisque du coup ils circulent rapidement et ils mettent une grosse pression aux porteurs de balles. Alors les prendre dans l'axe comme le fait la France en ce moment avec du jeu pénétrant et beaucoup d'animation autour des rucks, c'est une chose qui est possible. La question c'est est-ce qu'on va être en mesure de sortir du frontal et d'avoir des animations qui vont réussir à déstabiliser ces Argentins et à ne pas subir les collisions. Parce que quand tu animes au bord des rucks, si eux ils viennent t'agresser et qu'ils te mènent à plaquage dominant, en fait tu te coupes de tes soutiens offensifs. Et si ça tourne comme ça peut rapidement devenir une guerre de tranchées avec que des jeux au pied haut. Et une des stats qui montre pour moi l'évolution de cette équipe, c'est le nombre de pénalités. Ils ne prennent plus autant de pénalités qu'avant et surtout ils ont réussi à garder leur style de jeu qui est agressif. C'est une équipe qui est extrêmement agressive sur tout ce qui va être phase de combat au sol, où ils viennent te chatouiller, ils viennent te brancher, te gratouiller le menton, etc. On les connaît les Argentins. Mais maintenant ils arrivent à le faire tout en restant disciplinés. Et ça pour moi ça explique en partie leur réussite. On va donc analyser la compo du 15 de France et tenter de voir à quoi on peut s'attendre sur ce match. Mais avant de parler composition et de débriefer tout ça, on va parler un petit peu de style. Si comme moi vous jonglez entre boulot, match et un peu de détente, il faut une tenue qui suit le rythme. Et pour ça j'ai une pépite à partager avec vous, vous le savez, c'est Shilton, un partenaire depuis le début de la chaîne. Avec un style élégant et décontracté, ça s'adapte à tout. Et mon petit coup de cœur, moi c'est le petit hoodie blanc. Je vous avoue que j'ai particulièrement craqué pour ce petit hoodie blanc qui pète. Et les sneakers Shilton, je viens de les découvrir. Et la couleur camel, honnêtement, elle est géniale. Oui, allô monsieur Dupont? Non, non, j'ai pas du tout oublié le rendez-vous dans 20 minutes dans votre maison. À tout à l'heure. Allez, c'est parti, je vais bosser un peu. Allez, c'est parti. Non mais sérieusement, tu vas aller en jogging? Sérieux? Même s'il est chic, ça reste un jogging, je suis désolée. Pourtant, c'est tout confort. C'est un peu mieux comme ça, non? Non mais tu vas en boîte de nuit ou quoi? T'es sérieuse, je vais pas en boîte de nuit, là. Mais tu vas travailler ou draguer des filles? Non, je t'assure, mon cœur. Là, je vais pas aller draguer comme ça. C'est mieux comme ça? Tu as trop la classe, mais oublie pas ta veste. Vous l'avez compris, Shilton, c'est quand même un partenaire qui me suit depuis le début. Ils ont des super offres pendant le Black Friday. Avec le Black Friday, on va avoir moins 30% sur la nouvelle collection et tout l'outlet passe à moins 60%. T'as moins 5% supplémentaire avec le code UPRUGBY. Le code UPRUGBY te fait moins 10% jusqu'à Noël. Et ouais, c'est le moment de se faire plaisir un petit peu. C'est aussi grâce aux partenaires que moi je suis capable de produire des contenus de qualité. Et donc, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, etc., vous avez le code promo dans la description. Profitez-en parce que, par exemple, le petit hoodie blanc, il est en promo à 39 €, ce petit hoodie blanc. Et ça vaut vraiment le coup. Ça taille du très petit au très très grand. C'est-à-dire que si tu fais du triple XL, 4XL, 5XL, ils sont capables d'avoir des habits comme ça. Elle est toute chaude, c'est tout confort, etc. Et maintenant, on va partir sur l'analyse. On va tenter d'essayer de comprendre les choix de Galtier et surtout, au-delà des choix, quels vont être les enjeux de ce match d'un point de vue sportif en fonction des vis-à-vis. C'est parti ? La première ligne va être ultra importante et notamment en mêlée. Élémentaire mon cher Watson, on s'est fait déglinguer en mêlée contre les Blacks. Pip. Ok, c'est vrai, on a pris des pénalités contre les Blacks. On n'oublie pas quand même que la première pénalité elle est pour nous et que c'est ce qui nous permet d'ouvrir le score 50 mètres en face des poteaux. Et ensuite oui il y a eu des difficultés mais tu sens que Servat il a réussi à régler ce souci de mêlée puisqu'ensuite on ne prend plus de pénalités. Pourquoi est-ce que je dis ça? La mêlée argentine elle est extrêmement forte. Et ils ont un pilier Thomas Gallo que moi je trouve exceptionnel. Il est mobile, dur au mal et il lit extrêmement bien le jeu. Une stat qui est parlante, c'est que les Argentins, quand ils battent les Box cet été, les Box ont 10 mêlées, ils arrivent à leur en piquer 3. C'est juste monstrueux, parce que les Box, c'est quand même la culture de la mêlée, où ils ont 2 packs qui sont cinglants. Tu sais jamais qui est titulaire, qui est remplaçant, et de toute façon, généralement, les remplaçants sont meilleurs que les titulaires et ça change à chaque fois. Donc tu te dis qu'il y a du client en mêlée. Jean-Baptiste Gros, il a été titulaire sur les 2 premiers matchs. Il a fait des prestations que moi j'ai trouvées exceptionnelles. Et tu pouvais te demander s'il avait perdu du jeu et s'il allait être titulaire. De la même manière que Movaca. En plus, Movaca, il rentre sur les 10 dernières minutes pour jouer en 3ème ligne. Et il s'est retrouvé, c'est ce qu'il dit en interview, à devoir lifter en touche alors que c'est pas du tout son taf sur une touche importante à 4 minutes de la fin contre les Blacks. Il avait l'air d'être un peu comme ça, mais il s'en est tiré, on a eu la touche. Et Colombe, on en parle, il est rentré
au bout de 10 minutes de jeu avec la gastro, le pauvre, il avait la coulante. Il a dû pousser en mêlée, s'envoyer comme un cochon. Et à mon avis, ça a dû taper très fort dans les réserves. Et c'est ce qu'il dit en interview. À la fin du match, il allait dire bonjour à ses proches. Il a filé au vestiaire, passé aux toilettes. C'est bon ça quand même. Alors quel allait être le choix de Galtier? Parce que moi, perso, ça ne m'aurait pas du tout, mais pas du tout choqué qui titularise Wardy, Marchand et Antonio. Rotation totale de la première ligne où tu as un niveau équivalent entre ta ligne qui est finisseur et ta première ligne qui est titulaire. Ça aurait même peut-être été pour moi un signe de confiance vis-à-vis de tout le groupe et de tout le monde. En première ligne, on a Gros, Movaca et on se posait la question Antonio ou Colombe et c'est Antonio. Avec lui, on a Marchand et Wardy sur le banc. Et au fait, mes petits cochons et mes petites cochonnes là, ça fait 5-7 minutes que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous avez toujours pas lâché votre pouce bleu. Dites-vous bien qu'il y a une personne sur 10 qui prend le temps de lâcher son pouce bleu, mais ça coûte rien en fait, faites-le. Ça me remercie du travail que j'ai effectué jusqu'à présent et puis pour moi, c'est le seul moyen de développer la chaîne. Et puis si t'es pas abonné, fais-le et mets la petite cloche. Allez, je te laisse le temps de le faire. La seconde ligne, ça a été un poste qui a pour moi été un peu compliqué du côté des Argentins pendant quelques années parce qu'ils avaient des très bons joueurs, notamment un certain Lavanini qui est très fort dans l'agressivité, le combat, mais en revanche, la discipline, c'est son gros problème. C'est-à-dire qu'il est capable de te prendre une pénalité, tu te dis, il a compris, il va pas le refaire, 2 minutes plus tard, il te refait exactement la même chose. Le match suivant, il refait exactement la même chose. Et ça leur a souvent coûté cher à l'Argentine. Et là, ils ont fait rentrer un petit jeune qui s'appelle Pedro Rubiolo, 21 ans, qui joue à Newcastle et perso, je le trouve vraiment très fort. Il est pas très grand, il fait 1m91, mais il compense du coup dans la lignée des secondes lignes argentins avec une agressivité exceptionnelle sur le terrain. Il a fait quelques tests en tant que remplaçant avant la Coupe du Monde, parce qu'il est quand même vraiment relativement jeune, 21 ans, puis pendant la Coupe du Monde plus rien, et il s'est imposé comme titulaire dans le squad argentin cet été. Et en seconde ligne, pour moi, il va y avoir une véritable bataille en l'air en touche. Parce que leur mêlée, elle a été solide durant le Rugby Championship, autant en touche, ça n'a pas été totalement ça. En gros, cet été, il tournait entre 80 et 85% de réussite en touche. Nous, on aimerait bien avoir ça en amateur, mais là, c'est au niveau international. Et ils sont montés une fois à 86%, mais ils n'ont jamais réussi à dépasser les 90%. Et puis là, sur l'Autumn Cup, ils font du 100% en touche contre l'Italie. Alors ouais, tu peux me dire c'est l'Italie, mais t'as quand même une équipe internationale. Et en revanche, ils font du 93% contre l'Irlande. Et c'est l'Irlande en touche, c'est très fort, et tu sens qu'ils ont dû beaucoup insister sur ce secteur de jeu. Ou alors, c'est le décalage des calendriers qui fait évidemment que l'Argentine, ils sont sur une série de 10-13 matchs consécutifs, les mecs ils vivent ensemble, ils ont énormément progressé. Là où l'Irlande, elle est juste en train de se remettre dans le bain international pour préparer le Six Nations. Et cet été, il y a un joueur qui a débarqué en seconde ligne dans le squad argentin, qui est inconnu au bataillon. Franco Molina, ça te dit rien? Il jouait avec une franchise argentine, les Dogo 15. Elle a été créée en 2019 et elle évolue dans le Rugby Americas, le championnat de rugby d'Amérique du Sud. C'est pas le top 14, il fait 1m98 et 114 kg. Il a joué cet été, évidemment ses performances sont pas passées inaperçues, et il vient de signer chez les Chiefs d'Exeter. Et donc les deux joueurs là, ils participent à ce renouveau de cette seconde ligne argentine qui pour moi, la seconde ligne, c'est un cheval de bataille pour toutes les équipes d'avoir des secondes lignes performantes. De notre côté, on a Meafan Flamou qui a donné satisfaction et qui en plus est vraiment complémentaire. Il n'y avait pas vraiment de raison que ça change. On avait Guillard sur le banc qui aussi fait une belle entrée, mais de l'autre côté, on a Tao qui est blessé, Brennan qui est blessé. On va partir du coup avec Flamand et Meafou, ce qui semble normal. Et derrière, tu as Guillard. La troisième ligne, elle a énormément donné sur le dernier match, et notamment Boudéan avec sa prestation. Tout le monde m'a dit pourquoi est-ce que t'as pas parlé de la prestation de Boudéan? Parce que j'essaye sur les débriefs de ne pas rester sur des prestations individuelles, mais sur des stratégies, des game plans et de l'analyse collective. Parce que si je pars sur de l'analyse individuelle, en fait, il y a tellement de choses à dire que c'est... À mon avis, lui, il a bousculé la hiérarchie. Boudéan, on savait qu'il était fort, il était intégré dans le groupe, mais là, il vient de réaliser une prestation qui le fait potentiellement passer dans la case supérieure. C'est un peu comme Chabal quand il a fait une prestation exceptionnelle en Nouvelle-Zélande et qu'il est passé du statut de il va pas à la Coupe du Monde au statut de ok, t'es dans le groupe, tu vas à la Coupe du Monde, c'est sûr. Côté argentin, Joaquim Oviedo, le numéro 8, tu vois qui c'est? Le 8 de l'USAP, 23 ans, 1m91, 115 kg. Il est exceptionnel avec sa sélection. Gros manipulateur, intelligent dans le jeu, il s'est réellement imposé avec la sélection argentine cet été. Côté français, Aldrit, tout le monde le sent émoussé, dit qu'il n'avance plus. Je pense aussi que c'est un petit peu, mais pas totalement, une fausse impression. C'est-à-dire que dans le rugby pro, c'est extrêmement rare en fait de voir quelqu'un qui va casser 4 plaquages, sauf si tu t'appelles Hardy Savea. Et en réalité, Aldrit, on sous-estime sa capacité de lecture, les appels qu'il va faire sans ballon et les intervalles qu'il va ouvrir pour ses partenaires. Notamment avec ce jeu pénétrant de la France, en fait, il est énormément sollicité et il est doté d'une intelligence situationnelle et d'un sens tactique dans ces situations en temps réel où tu dois réagir très vite qui est exceptionnel. C'est pas forcément les actions les plus spectaculaires, mais celles qui te permettent en fait d'ouvrir des intervalles et de faire briller tes potes. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'est pas totalement rôti? Ou plutôt,
ou est-ce que c'était pas Roumat qui allait être testé au poste de 8? C'est la question qu'on pouvait se poser. On se la posait déjà sur le dernier match. Galtier, il a décidé de sortir Aldric du groupe et ça, c'est un choix fort. Mais c'est compréhensible. Il y a du monde à la porte. T'as fait ce qu'il fallait sur 2 matchs et maintenant, on va tester d'autres joueurs. En troisième ligne, du coup, le changement. Et celui-là, on le savait un petit peu depuis la veille. C'est Olivon qui va basculer numéro 8. Boudéan en 7 et Cross en 6. Et donc, on a un banc toujours en 6-2 avec Roumat et Gazotti sur le banc. La charnière. C'est intéressant de voir que l'Argentine, au-delà d'une équipe qui défend bien et beaucoup, c'est aussi une équipe qui attaque. Contre l'Italie, on a un temps de jeu effectif à 40 minutes. 20 minutes pour l'Italie, 20 minutes pour l'Argentine. C'est énorme. Quelque chose de plus surprenant, c'est que contre l'Irlande, c'est eux qui ont tenu le ballon. 17,4 minutes pour l'Argentine contre 13,7 pour l'Irlande. Et ce qui est intriguant, c'est qu'ils ont plus tenu le ballon, mais ils ont fait moins de passes. Pour moi, ça s'explique parce que c'est un profil d'équipe un petit peu comme la France. Ils sont capables de porter énormément le ballon devant entre les 15 mètres et les 15 mètres et derrière avec ces 3 quarts qui sont à la queue leu et qui se projettent. Côté français, on repart avec Dupont, de toute façon, on est obligé, il n'y a pas meilleur que lui. Et sur le banc, tu as Nolan Le Garec. À l'ouverture, il n'y avait pas vraiment de raison de changer Thomas Ramos. Il a répondu présent sur les 2 premiers tests et là, il va avoir très fort à faire. Je vous explique. Il a dû faire 14 plaquages contre les Blacks la semaine dernière et a priori, il va jouer face à Thomas Albornoz. 27 ans, joueur de Trévise et très très gros attaquant. Pendant le Rugby Championship, c'est l'ouvreur qui a battu le plus de défenseurs. Il termine avec 16 défenseurs battus en 6 matchs. 270 mètres parcourus balle en main. En 6 matchs, pour un 10 au niveau international, c'est quand même pas mal. Si c'est pas lui, c'est Santiago Carrera qui lui termine second au nombre de mètres parcourus balle en main. Donc on a des 10 argentins qui viennent attaquer beaucoup la ligne et qui portent le ballon. En revanche, il tourne à 65% de plaquage réussi. Après, c'est un 10, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais ça va être intéressant de voir si la France va le cibler spécifiquement et surtout sur le jeu pénétrant, si on va pas essayer d'aller attaquer sa zone ou sur les lancements de jeu. Côté français, en remplaçant 10, de toute façon, Jalibert, il est à Bordeaux, donc on repart avec Dupont qui pourra basculer. Au centre, on a la grosse interrogation. Est-ce que Moefana repartait avec Ficou? Est-ce que tu fais entrer des nouveaux joueurs? Est-ce que Gaëton qui rejoue? Perso, je pense que ça aurait fait très bizarre d'avoir Ficou remplaçant, c'est-à-dire qu'en termes de continuité, Ficou était sur le banc sur le premier match, tu le fais rentrer contre les Blacks et puis derrière, hop, tu le ressors pour... il fait qu'un seul match en titulaire, ça aurait fait un petit peu bizarre en termes de continuité. S'il y a un joueur qui devait sortir, pour moi, c'était Moefana. Il joue les 2 premiers matchs, t'as Ficou qui rentre, qui va jouer les 2 suivants, et t'en as un qui joue le premier et le troisième. À la finale, Galtier, il a décidé de rester assez conservateur avec Moefana et Ficou. Je pense que le choix se fait sur la continuité, et notamment, il est en train de préparer ce fameux tournoi de destination en cherchant le digne successeur de Danty. On a besoin d'un 12 et d'un 12 qui soit fort et très vite. Alors Moefana, il est très fort, mais pour l'instant, il s'est pas mis en valeur. Il a fait son job, mais... on sent tous qu'il a le potentiel pour donner plus et à mon avis, Galtier veut continuer de le mettre en confiance parce que ça va être lui pendant le tournoi. Sauf si Danty revient très fort. Aux ailes, côté argentin, on a Rodrigo Isgron. Il joue au Harlequins, il a joué les 2 premiers matchs de l'automne de série. Pour moi, c'est un peu un point d'interrogation. Il a joué un match à la Coupe du Monde contre le Chili, puis plus rien pendant un an. J'ai pas trouvé de stats sur lui pendant un an. Je sais même pas où il a joué ou s'il a joué. Il s'est peut-être fait les croisés. Je vous avoue que je n'arrive pas à le cerner. On a Baptista Delgui. Il joue à Clermont et on le connaît. Côté 15 de France, on a Louis Bielbiarré et ça, on peut rien lui dire de toute façon. LBB, il est là. De l'autre côté, on avait Villiers. Est-ce qu'il allait être reconduit? Parce que tout le monde dit qu'il a fait une première mi-temps qui est dégueulasse. Et je suis pas totalement d'accord, mais je suis d'accord avec personne sauf avec moi-même. Et des fois pas tout le temps. Ok, son interception, il la place pas. Mais s'il la place, c'est un génie. Si t'as Penaud ou Louis Bielbiarré, les 5 cm, ils les ont. Parce que la probabilité pour que la passe retombe juste pile poil, franchement, c'est très bien joué de la part du Black, mais il a un autre ailier, c'est interception 7 points. Ouais, il a raté des plaquages, mais défendre à l'aile, c'est quelque chose qui est compliqué. Surtout quand tu défends en surnombre, en essayant de contrôler, t'as Hardy Savea en face de toi, parce que ça va très vite les Blacks. Et surtout, en fait, il y a tout ce jeu sans ballon qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que Gabin Villiers, à chaque fois que les Blacks ont réussi à générer de l'avancée et qu'il y a un passage au sol, il est capable d'avoir cette double action où il plaque, il se relève, il vient contester le ballon et il ralentit la sortie. Et ça, c'est ultra important puisque à chaque fois, tu vas avoir ce petit moment où la défense française elle est en train de reculer. Si les Blacks ont une libération rapide, ils vont rejouer sur des joueurs hors jeu. Et en fait, le fait qu'il arrive à ralentir systématiquement toutes les sorties de balles, et ben en fait ça laisse le temps à la défense de se repositionner, de se réorganiser et de remonter. Et ça c'est les doubles actions, plaqué sur relevé contesté, plaqué contre requé, etc. qu'il a et qu'on ne voit pas forcément. A priori, Penaud était out, donc Villiers allait être reconduit. Et donc on part avec LBB et Villiers, et sur le banc on a Gaëton. À l'arrière côté argentin on a un maestro, c'est Juan Cruz Malia. Tout le monde le connaît à Toulouse, il peut jouer 10, en fait il couvre n'importe quel poste derrière. Pendant le Rugby Championship, c'est le joueur du tournoi parmi tous les joueurs qui a fait le plus de courses avec ballon. C'est pas celui qui a avancé le plus parce qu'il fait 230 et quelques mètres balle en main. Et il est second devant, t'as Will Jordan qui a 436 mètres. Lui, il est au-dessus du lot, mais c'est Will Jordan. Mais il a un profil très différent de Will Jordan. Lui, il a cette capacité de lecture. C'est pour ça qu'il joue 10 aussi avec Toulouse. Et comme
les Argentins jouent comme nous avec ce système de jeu pénétrant et des trois quarts qui basculent très vite, en fait, ça veut dire que dans ce rôle-là, il va pouvoir jouer sur n'importe quel type de poste, en fait, sur des profils lecture pour pouvoir faire vivre le ballon avec des axes de course extrêmement intéressants. Côté français, on se demandait si Romain Buros pouvait être reconduit, et j'ai envie de te dire oui, c'est normal qu'il soit reconduit, puisqu'il fait un bon match, et tu le fais rentrer, tu le fais sortir comme Léo Barré, enfin, s'il n'y a pas de continuité, c'est plus dur. Et là, c'est du coup la surprise, mais vraiment la surprise de Fabien Galtier, c'est qu'il a décidé de remettre Léo Barré à la place de Romain Buros. En termes de continuité, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce choix, mais je pense qu'il a envie de donner du temps de jeu à Léo Barré et qu'il a envie de pouvoir l'installer avec ce profil polyvalent 10-15. N'oublie pas, mon partenaire Shilton, si tu veux me donner de la force, honnêtement, les fringues, c'est vraiment de la qualité, c'est chouette. Et là, avec le Black Friday et l'outlet à moins 60%, il y a des vraies opportunités à faire, enfin des vrais petits coups à faire. Au-delà de te faire plaisir, moi, ça me donne de la force, puisque c'est des partenaires aussi qui me permettent de produire les vidéos. Et il y a vraiment des articles soldés avec le code UPRUGBY. J'espère que cette preview, elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as des remarques, etc. Et puis on se revoit pour le débrief. Et on se revoit à Nantes. Topette l'ami!